Mark Fisher était un chef d'entreprise prospère, respecté de tous. Mais lorsque de petites sommes d'argent commencèrent à disparaître de son bureau, il eut une idée audacieuse, laisser un coffre rempli de billets grand ouvert au milieu de la pièce. Son but ? Découvrir un éventuel voleur. Mais ce qu'il apprit cette nuit-là le laissa sans voix. Une simple femme de ménage confrontée à l'argent eut une réaction si inattendue qu'elle toucha profondément le cœur de Mark et bouleversa la vie de tous ceux qui les entouraient, y compris la sienne. Mais avant de commencer, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où nos histoires voyagent. Mark avait toujours été un homme de principe. À 42 ans, il avait bâti de ses propres mains la société Fisher et Associés à San Francisco, un cabinet de conseil devenu une référence dans le secteur. Mais dernièrement, quelque chose le perturbait profondément. De petites sommes d'argent avaient commencé à disparaître. D'abord $20 dans le tiroir de l'accueil, puis 50 dans le fond de secours de la cuisine. Des montants modestes certes, mais qui dérangeaient Mark bien plus qu'il ne voulait l'admettre. Un mardi matin, il prit une décision qui allait tout changer. Il plaça $500 en espèces dans le coffre du bureau de direction et en laissa délibérément la porte grande ouverte. Il installa une petite caméra cachée et décida d'observer discrètement qui entrerait dans la pièce au cours de la journée. Ce n'était pas un piège cruel, mais un test. Un test qu'il espérait voir tout le monde réussir. Tout au long de la journée, plusieurs employés passèrent dans le bureau. Le comptable James vérifia quelques documents et repartit sans même jeter un œil au coffre. Sandra, sa secrétaire principale, vint organiser l'agenda de Mark et ne prêta aucune attention à l'argent visible. Mark commença à se sentir soulagé. Peut-être avait-il été parano. Il était près de 20 heures quand Megan Crawford entra dans la pièce. C'était la femme d'entretien du soir, une femme de 35 ans toujours discrète et polie. Mark l'observait depuis son écran de surveillance installé chez lui. Megan entra avec ses produits de nettoyage comme à son habitude. En apercevant le coffre ouvert et rempli de billets, elle s'arrêta net. Mark se pencha en avant, fixant chacun de ses gestes. Megan regarda autour d'elle comme pour s'assurer qu'elle était seule. Et là, il se produisit quelque chose que Mark n'aurait jamais imaginé. Au lieu de saisir l'argent, Megan se mit à pleurer. Pas de simples larmes, un sanglot profond, douloureux, comme si elle portait en elle toute la souffrance du monde. Elle s'approcha du coffre, tendit la main vers les billets puis s'arrêta en plein mouvement. Ses larmes coulaient en silence tandis qu'elle secouait la tête comme si elle luttait contre quelque chose de bien plus fort qu'elle. De longues minutes s'écoulèrent ainsi. Megan restait là, en larmes, à contempler cet argent qui aurait pu résoudre tant de problèmes mais qu'elle savait ne pas lui appartenir. Mark coupa le moniteur et fonça au bureau. Il devait comprendre ce qui se passait. Lorsqu'il arriva dans la salle de direction, il trouva Megan encore là, essuyant ses larmes du revers de la main, tentant de se ressaisir pour continuer son travail. « Megan » dit Mark doucement pour ne pas l'effrayer. « Est-ce que tout va bien ?» Elle se retourna brusquement, essayant de cacher son visage. « Excusez-moi, Monsieur Fisher, je ne devrais pas pleurer pendant mes heures de travail. Je vais terminer le ménage tout de suite. Ne vous inquiétez pas pour le ménage. Asseyez-vous, je vous en prie. » Mark désigna une chaise autour de la table de réunion. « J'aimerais discuter avec vous. » Megan hésita puis s'assit au bord de la chaise, visiblement mal à l'aise. Mark prit place en face d'elle, sans la barrière formelle du bureau. « Megan, depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» demanda-t-il, bien qu'il connaisse déjà la réponse. « 3 ans, Monsieur Fisher. » Et durant ces 3 années, vous avez toujours été irréprochable, sérieuse, discrète, investie. Il fit une pause. C'est pour ça qu'en vous voyant pleurer devant le coffre, j'ai compris qu'il y avait un vrai problème. Les yeux de Megan se remplirent à nouveau de larmes. Je n'ai pas touché à l'argent, monsieur. Je vous le jure. Je sais que vous n'y avez pas touché. Je vous ai vu sur la vidéo, mais j'aimerais savoir pourquoi vous pleuriez. Megan baissa la tête et sa voix, lorsqu'elle parla enfin, était brisée. Cela fait des mois que je ne suis plus payée, Monsieur Fisher. Moi et d'autres agents de nettoyage, de maintenance ainsi que les hôtesses à l'accueil.
Monsieur Grégory nous a dit que l'entreprise rencontrait des difficultés et qu'il fallait patienter. Marc eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Comment ça, des mois sans salaire? C'est impossible. Je valide tous les paiements. Monsieur Grégory a dit que vous étiez au courant, que c'était une mesure temporaire et que si nous en parlions à quelqu'un, nous risquions de perdre notre poste. La colère monta en lui comme une vague brûlante. Grégory Hansen était son directeur financier depuis 5 ans, un homme en qui il avait une confiance aveugle. Megan, j'ai besoin que vous me racontiez tout depuis le début. Alors, Megan se livra. Elle expliqua comment Grégory avait réuni les employés les moins bien payés et leur avait dit que l'entreprise traversait une crise, qu'il avait reçu l'ordre de suspendre temporairement leur salaire pour préserver les emplois. Il avait même menacé ceux qui oseraient se plaindre. Ma mère est malade, monsieur Fischer. Elle a besoin de médicaments très chers pour le cœur. Je ne peux plus les lui acheter. Je n'ai pas payé le loyer depuis des mois. Quand j'ai vu cet argent, pendant une seconde, j'ai cru que je pouvais tout régler. Mais je savais que ce n'était pas à moi. Je savais que ce serait du vol. Les larmes coulaient librement sur ses joues. Pardon d'avoir pleuré sur mon lieu de travail. C'est juste que parfois, on n'en peut plus. Marc se leva et alla jusqu'au coffre. Il prit toute la somme et revint vers Megan. Prenez cet argent, c'est votre salaire des 2 derniers mois avec des intérêts. Monsieur Fischer, je ne peux pas accepter. Si, vous pouvez. Et demain matin, je veux une liste de tous les employés qui sont dans la même situation que vous. Il fit une pause, reprenant son calme. Les Megan, désormais, si quelqu'un vous dit que j'ai demandé à suspendre les salaires ou vous menace d'une quelconque manière, vous venez m'en parler directement. C'est clair? Megan acquiesça, les mains tremblantes en tenant les billets. Merci, monsieur Fischer. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça représente pour moi. Après le départ de Megan, Marc resta seul dans la pièce, fixant le coffre vide. Le test qu'il avait imaginé pour démasquer un voleur lui avait révélé bien pire, un traître au sein de sa propre entreprise, un homme qu'il croyait être un ami. Le lendemain matin, Marc arriva au bureau avant tous les autres employés. Il devait examiner les registres financiers avant d'affronter Grégory. Ce qu'il découvrit lui donna la nausée. Au cours des 3 derniers mois, les salaires des employés les moins bien payés avaient été transférés vers un compte qu'il ne reconnaissait pas. Pire encore, les documents montraient sa propre signature autorisant ces virements. Marc savait qu'il n'avait jamais signé ces papiers. Quelqu'un avait falsifié sa signature ou utilisé des tampons qu'il croyait en lieu sûr. À l'heure précise, comme à son habitude, Grégory entra dans le bureau. Marc l'attendait déjà dans la salle de direction, les documents étalés sur la table. « Bonjour, Marc. Tu es matinal aujourd'hui. » Grégory entra avec son sourire habituel, portant son café du matin comme si de rien n'était. « Grégory, il faut qu'on parle sérieusement. » Marc lui montra la chaise en face de lui. « Assieds-toi. »« Bien sûr, bien sûr. » Pourquoi cette tête? Il s'est passé quelque chose? Grégory s'installa, mais Marc remarqua un léger tremblement dans ses mains. Marc prit les documents et les posa devant lui. J'aimerais que tu m'expliques ces transferts, en particulier pourquoi les salaires de Megan, de l'équipe de ménage et de maintenance ont été envoyés sur ce compte. Grégory parcourut les papiers et son visage devint livide. Il resta silencieux pendant quelques secondes, manifestement à la recherche d'une excuse. Marc, je peux tout expliquer. C'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Je t'écoute. On avait des problèmes de trésorerie, tu t'en souviens? J'ai pris la décision de retarder certains paiements pour éviter que l'entreprise ne passe dans le rouge. Je pensais que tu serais d'accord. Marc frappa la table du poing. Grégory, il s'agit de près de 40 000 $ en 3 mois. Et pourquoi ce compte est-il à ton nom, non? Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Et pourquoi diable as-tu dit aux employés que j'étais au courant? Grégory se leva brusquement, commençant à faire les 100 pas. Marc, tu ne comprends pas la pression que je subissais. Il y avait des factures à payer, des fournisseurs qui menaçaient de rompre leur contrat. J'ai fait ce que je pensais être le mieux pour l'entreprise, ou pour toi. Et là,
Grégory changea du tout au tout. Le gestionnaire nerveux et sur la défensive devint soudain froid et calculateur. Il s'arrêta net et fixa Marc droit dans les yeux. « Marc, je te conseille de réfléchir à 2 fois avant de continuer dans cette voie. J'ai accès à beaucoup d'informations sensibles concernant cette entreprise, des documents montrant certaines irrégularités que tu aurais commises. » « De quoi tu parles ? » Grégory sortit une enveloppe de sa mallette. « Je parle de ces virements vers des comptes offshore que tu as effectués l'année dernière, des transferts absents de la comptabilité officielle, de l'argent qui a quitté l'entreprise pour des comptes personnels à ton nom. » Marc examina les documents que Grégory venait de déposer sur la table. Il s'agissait de relevés bancaires et d'ordres de virement qui semblaient authentiques, tous portant sa signature. « Grégory, ces documents sont des faux. Je n'ai jamais fait ces virements. »« Prouve-le, » répliqua Grégory avec un sourire glacial. « Parce que moi, j'ai des copies de tout. Et si tu continues à parler des salaires, ces copies pourraient bien tomber entre de mauvaises mains. Des auditeurs, le fisc, le procureur. » Marc eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. C'était du chantage pur et simple. Grégory n'était pas seulement en train de détourner de l'argent, il avait en plus fabriqué de fausses preuves pour se protéger. « Qu'est-ce que tu veux, Grégory ? » ? « Je veux que tu abandonnes cette enquête. Je rembourserai petit à petit les salaires. Tu oublies toute cette histoire et on continue à travailler comme avant. » Marc fit semblant de réfléchir quelques instants. « Et si je refuse ? Alors, tu pourras expliquer au fisc et au FBI ces virements offshore avec ta signature et tes empreintes partout. Je te souhaite bonne chance. » Marc se leva et tendit la main. « Très bien, Grégory, tu as gagné. Mais il me faut quelques jours pour digérer tout ça. »« Bien sûr, bien sûr. Je savais que tu comprendrais, » dit Grégory, soulagé, en serrant la main de Marc. Faisons comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Dès que Grégory quitta la salle, Marc attrapa son téléphone et appela son avocat personnel, Thomas Wright. « Tom, j'ai besoin de toi ici tout de suite et apporte du matériel d'enregistrement. On a un sérieux problème. » 2 heures plus tard, Thomas arriva avec tout le nécessaire. Marc lui expliqua la situation et ensemble ils mirent en place un plan. Marc allait parler à nouveau avec Grégory. Cette fois, tout serait enregistré dans l'espoir d'obtenir des aveux clairs. Dans l'après-midi, Marc convoqua une seconde fois Grégory. « Grégory, j'ai réfléchi à notre discussion de ce matin. Je veux comprendre un peu mieux comment tu as organisé ce système avec les salaires. » Pensant que Marc avait cédé au chantage, Grégory se montra plus détendu. « C'était simple, Marc. Je transférais les salaires sur un compte temporaire. Je laissais l'argent fructifier quelques semaines. Puis je reversais une partie aux employés. La différence, c'était ma commission de gestion, et les faux documents sur mes virements offshore. »« Ah, ça !» Grégory éclata de rire. « La technologie, mon ami. Avec les bons logiciels et un peu de temps, on peut créer n'importe quel document. Ta signature numérisée, tes tampons, tout ce qu'il fallait pour rendre les papiers crédibles. Tu as falsifié ma signature ? Évidemment. Comment crois-tu que j'ai autorisé les virements et effacé toutes les traces dans les systèmes de l'entreprise ? Si quelqu'un enquête, il ne verra que ce que j'ai choisi de laisser. » Marc jeta un regard à Thomas, caché derrière un meuble, qui confirma que tout était bien enregistré. « Grégory, tu viens d'avouer escroquerie, faux en écriture et détournement de fonds. » « Avouer quoi, Marc ? On est partenaires dans cette affaire. Tu as accepté l'accord. » « Je n'ai accepté aucun accord et tout ce que tu viens de dire est enregistré. » Grégory se leva d'un bond, le visage rouge de colère. « L'espèce d'enfoiré, tu m'as piégé. » Thomas sortit de sa cachette, montrant l'enregistreur. « Grégory Hansen, en tant qu'avocat, je vous informe que vous avez le droit de garder le silence. » Grégory regarda les 2 hommes, comprenant qu'il était tombé dans un piège. Mais au lieu de se rendre, il afficha un sourire inquiétant. « Vous vous croyez malin ? Sachez que j'avais prévu cette éventualité. » Il sortit son téléphone et le montra à Marc. « Voilà, il y a 1 heure, j'ai envoyé des copies de tous ces documents à un contact de la police fédérale.
À l'heure qu'il est, ils sont probablement en train de préparer un mandat de perquisition contre cette entreprise. Mark sentit son univers s'écrouler. Gregory avait pris les devants et utilisé ces faux documents comme arme de défense. La guerre ne faisait que commencer. Mais désormais, c'était Mark qui allait apparaître comme le suspect et non la victime. Le lendemain matin, Mark arriva au bureau et remarqua une agitation inhabituelle à l'entrée du bâtiment. Des fourgons de police étaient garés devant et des agents fédéraux parlaient au concierge. Son estomac se noua lorsqu'il comprit que Gregory avait mis sa menace à exécution. L'agent en charge, Robert Chen, s'approcha de lui avec un mandat à la main. « Monsieur Fischer, nous avons un mandat judiciaire pour saisir des documents et du matériel liés à des soupçons de délits financiers commis par votre entreprise. » Mark tendit le document à son avocat Thomas qui était arrivé avec lui. « Mon client va coopérer pleinement à l'enquête, » déclara l'avocat. « Mais je tiens à préciser qu'il est la victime d'un montage orchestré par un employé malhonnête. » « Ce sera à l'enquête d'en juger, » répondit l'agent Chen. « Monsieur Fischer, vous êtes suspecté d'évasion fiscale, de transfert frauduleux et de blanchiment d'argent. » Pendant plus de 4 heures, les agents fouillèrent chaque recoin du bureau. Ils emportèrent ordinateurs, dossiers, disques durs, tout ce qui pouvait contenir des preuves. Les employés assistaient à la scène, partagés entre l'inquiétude et l'incompréhension. Mark tenta d'expliquer à certains que tout cela n'était qu'un malentendu, mais il comprit que ses mots sonnaient creux. Lorsque les agents quittèrent enfin les lieux, Mark rassembla tous les employés dans la salle principale. 32 personnes étaient représentées, dont Megan qui le regardait avec une expression de doute qui lui brisa le cœur. « Je vous dois des explications, » commença Mark. « J'ai découvert que Gregory détournait les salaires de certains d'entre vous depuis plusieurs mois. Quand je l'ai confronté, il m'a menacé avec de faux documents et aujourd'hui, il est allé voir la police avant moi pour tenter de me faire porter le chapeau. » James, le comptable, leva la main. « Mark, si c'est Gregory le voleur, pourquoi c'est vous que la police vient perquisitionner ? » « Parce qu'il a fabriqué des preuves contre moi, des documents avec de fausses signatures, des transferts que je n'ai jamais faits. » Sandra, la secrétaire principale, semblait perdue. « Mais comment savoir qui dit la vérité ? Vous ou lui ? » Cette question frappa Mark comme un poignard. Il comprit qu'il avait perdu la confiance des personnes qui comptaient le plus pour lui. « C'est à vous d'en juger. Tout ce que je peux faire, c'est continuer à me battre pour prouver mon innocence. » Dans les jours qui suivirent, la situation se dégrada encore. L'enquête fut révélée par la presse locale. Certains clients annulèrent leurs contrats. Des fournisseurs exigèrent des paiements anticipés. Mark assistait, impuissant, à l'effondrement de l'entreprise qu'il avait bâtie avec tant d'efforts. Le moment le plus douloureux arriva le vendredi, lorsque Megan frappa timidement à la porte de son bureau. Elle entra lentement, visiblement mal à l'aise. « Monsieur Fischer, je dois vous parler. »« Bien sûr, Megan. »« Asseyez-vous. »« Je ne sais plus quoi penser. Vous m'avez aidé quand j'étais au plus bas. Mais aujourd'hui, avec toutes ces accusations, Gregory a dit à certains collègues que vous utilisiez notre situation pour jouer les victimes. » Mark sentit comme une gifle au visage. « Megan, tu crois vraiment que j'irai jusqu'à utiliser ta souffrance pour me faire passer pour une victime ? Je ne veux pas y croire, mais les preuves que la police a l'air solide et Gregory est ici depuis plus longtemps que moi. » Mark secoua lentement la tête. « Je comprends. Tu as le droit de douter. Tout ce que je te demande, c'est d'attendre que la vérité éclate. » Après le départ de Megan, Mark resta seul dans son bureau, les yeux perdus dans la vue sur la ville qu'il aimait tant. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, il pensa sérieusement à tout abandonner. Sa réputation était ruinée, son entreprise en train de sombrer et même ceux qui l'avaient aidé doutaient désormais de lui. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Mark trouva sa femme Sarah l'attendant dans le salon. Elle affichait cette expression grave qu'il connaissait trop bien. « Mark, les enfants entendent des choses à l'école. Les parents d'autres élèves parlent de toi. Certains ne veulent plus que leurs enfants jouent avec Tommy et Lisa. » Mark s'effondra sur le canapé. « Sarah, je n'ai rien fait de ce dont on m'accuse. Je sais, moi je te crois. Mais il faut penser aux enfants.
Peut-être qu'il devrait aller passer quelques semaines chez ma mère le temps que tout se calme. Tu me demandes d'éloigner mes enfants? Sarah s'assit à côté de lui et lui prit la main. Je te demande de les protéger. Ils sont trop jeunes pour comprendre. Voir leur père traîner dans la boue, entendre toutes ces accusations, ça peut les marquer à vie. Marc savait qu'elle avait raison, mais l'idée d'être séparé de ses enfants au moment où il avait le plus besoin d'eux était insupportable. Et toi, tu restes? Je reste et on va se battre ensemble. Mais Marc, promets-moi une chose. Si un jour on découvre que tu as réellement fait quelque chose de mal, je veux que tu me le dises, quelle que soit la vérité. Marc plongea son regard dans celui de la femme qu'il aimait depuis 15 ans. Sarah, je le jure sur la vie de nos enfants, je suis innocent. Quelqu'un essaie de me détruire, mais je n'ai rien fait d'illégal. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Grégory savourait un whisky hors de prix dans son luxueux appartement. Il pensait avoir gagné. Marc était désormais en position de faiblesse. Mais ce que Grégory ignorait, c'est que le FBI avait commencé à analyser les documents qu'il avait remis. Des experts en falsification passaient chaque signature, chaque ligne au peigne fin. De retour au bureau, Marc prit une décision radicale. Bien que son entreprise soit sous enquête et que sa réputation soit en lambeaux, il utilisa ses économies personnelles pour payer tous les salaires en retard. Il se rendit à la banque, retira 80 000 $ de ses comptes privés et le lundi matin, il déposa une enveloppe sur le bureau de chaque employé concerné. Quand Megan trouva l'enveloppe à son nom, contenant non seulement ses salaires dus, mais aussi un supplément pour les médicaments de sa mère, elle se mit à pleurer de nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas du désespoir, c'étaient les larmes de quelqu'un qui commençait à comprendre qui était vraiment de son côté. 3 semaines après le début de l'enquête, Marc reçut un appel qui allait tout changer. C'était l'agent Chen au téléphone et sa voix était très différente de la première fois qu'il s'était adressé à lui. « Monsieur Fisher, j'ai besoin que vous veniez au bureau du FBI aujourd'hui. Il y a eu des avancées majeures dans votre dossier. » Marc et Thomas se rendirent au bâtiment fédéral comme convenu. L'agent Chen les accueillit avec une expression mêlant soulagement et gêne professionnelle. « Monsieur Fisher, notre enquête a révélé que vous avez été victime d'un montage sophistiqué. Tous les documents présentés par Grégory Hansen sont des faux. Nos experts ont confirmé que vos signatures ont été manipulées numériquement et que vos tampons ont été reproduits sans autorisation. » Marc sentit un énorme poids se lever de ses épaules. Des Grégory? Grégory Hansen a été arrêté ce matin. En plus des délits commis au sein de votre entreprise, nous avons découvert qu'il utilisait le nom de Fisher et associés pour démarcher des clients à son compte et détourner des paiements. Il sera poursuivi pour escroquerie, faux en écriture, abus de biens sociaux et association de malfaiteurs. Thomas se pencha légèrement vers l'avant. Association de malfaiteurs? Oui, il ne travaillait pas seul. Nous avons la preuve qu'il avait recruté des spécialistes de la falsification et des hackers pour manipuler des systèmes bancaires. L'affaire est bien plus vaste qu'on ne l'imaginait. En sortant du bâtiment du FBI, Marc appela immédiatement Sarah. « C'est fini, mon amour. Je suis libre. Toutes les accusations ont été levées. » Cet après-midi-là, Marc convoqua à nouveau tous les employés de l'entreprise. L'atmosphère avait radicalement changé. Les visages étaient soulagés mais portaient aussi une certaine honte d'avoir douté de lui. « Avant tout, je veux vous présenter mes excuses, » commença Marc. « Désolé de ne pas avoir découvert plus tôt ce que Grégory faisait. Désolé que vous ayez dû subir cette situation injuste et désolé de vous avoir entraîné dans un conflit qui n'aurait jamais dû vous concerner. » Megan leva la main. « Monsieur Fisher, je crois que c'est à nous de vous demander pardon, surtout moi. Vous nous avez tendu la main quand on en avait le plus besoin. Et pourtant, on a douté de vous. » Marc secoua la tête. « Megan, vous aviez toutes les raisons de douter. La situation était floue et vous faisiez ce qu'il fallait pour protéger vos emplois et vos familles. Il n'y a rien à pardonner. » James, le comptable, se leva. « Marc, que va-t-il advenir de l'entreprise maintenant? On a perdu beaucoup de clients pendant l'enquête. On va reconstruire, mais cette fois, on va faire les choses différemment. » Il marqua une pause. « Ces dernières semaines m'ont ouvert les yeux.
J'ai découvert que certains d'entre vous vivaient dans des situations précaires et je l'ignorais totalement. J'ai aussi compris qu'il y avait un fossé entre la direction et les équipes de terrain. Marc regarda chacun dans les yeux. Alors, voici ce que je propose. Premièrement, je vais créer un fonds d'urgence pour les employés. Si quelqu'un rencontre des difficultés, il pourra être aidé rapidement, sans paperasse inutile. Deuxièmement, je vais organiser des réunions mensuelles avec l'ensemble du personnel, sans exception. Je veux connaître vos besoins, vos idées, vos espoirs, vos inquiétudes. Sandra leva la main. Et si un autre Grégory apparaissait? On va mettre en place des contrôles croisés. Aucune décision financière importante ne sera prise par une seule personne. Et surtout, je veux que vous sachiez que ma porte sera toujours ouverte. Vous pouvez venir me parler de tout à tout moment. Dans les mois qui suivirent, Fischer et Associés ne se contenta pas de se relever. Elle prospéra comme jamais. L'histoire du coffre ouvert devint célèbre dans le monde des affaires à San Francisco. Marc fut invité à donner des conférences sur l'éthique, le leadership et l'importance de réellement connaître ses employés. Lors d'une de ces conférences, un jeune entrepreneur lui posa une question. Monsieur Fischer, quelle est la plus grande leçon que vous avez tirée de cette épreuve? Marc réfléchit quelques instants avant de répondre. J'ai appris que la véritable richesse d'une entreprise ne se mesure pas dans ses bilans comptables. Elle se trouve dans les personnes. Quand vous vous souciez vraiment des gens qui travaillent avec vous, quand vous les traitez comme une famille, ils deviennent votre plus grand capital. 2 ans plus tard, Fischer et Associés fut élu meilleure entreprise où travailler à San Francisco. Le jour de la remise des prix, Marc fit un discours devenu célèbre dans toute la ville. Quand j'ai laissé ce coffre ouvert, je pensais tester l'honnêteté de mes employés. En réalité, c'est moi qui étais mis à l'épreuve. La vie me demandait, est-ce que tu tiens vraiment à ceux qui travaillent pour toi? Aujourd'hui, je peux répondre sans hésitation, oui, j'y tiens. Et ça a tout changé. Dans la salle, Megan était assise aux côtés de sa mère, aujourd'hui totalement rétablie grâce à la mutuelle santé offerte par l'entreprise, les larmes aux yeux. Elle avait compris que parfois, la plus grande des richesses n'est pas celle que l'on prend, mais celle que l'on choisit de laisser par principe. Et Marc, lui, avait compris que le vrai succès ne se mesure pas à ce que l'on possède mais à l'impact que l'on a sur la vie des autres. Le coffre, autrefois laissé ouvert pour piéger un voleur, était devenu le symbole d'une nouvelle manière de diriger, avec le cœur grand ouvert et des portes toujours ouvertes à ceux qui en ont besoin. L'entreprise prospérait non seulement sur le plan financier, mais comme un lieu où chacun se sentait respecté, écouté, valorisé. Et Marc savait désormais, au plus profond de lui, que c'était ça la vraie définition de la richesse. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un commentaire en nous disant ce que vous auriez fait à sa place. Likez la vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Et souvenez-vous, la vraie richesse ne se trouve pas dans un coffre-fort, mais dans le cœur.